Imaginez, on est à Paris, en plein milieu du 19e siècle. C'est une ville qui bouillonne, littéralement. D'un côté, on a le triomphe de la science, de la raison, qui domine tout, mais de l'autre, il y a cette fascination tenace pour le surnaturel. C'est vraiment dans ce choc des idées-là qu'une toute nouvelle philosophie va voir le jour. Et tout ça à cause d'un phénomène, disons, assez surprenant. Alors, la question qu'on se pose est vraiment fascinante. On est en plein âge de la science, une époque où on glorifie ce qui est tangible, ce qu'on peut prouver. Alors, comment ça se fait que Paris, du salon le plus chic au plus modeste, s'est mis à triper sur des tables qui tournent? Puis pas juste qui tournent, des tables qui semblent communiquer. C'était loin d'être juste un jeu, là. On parle d'un vrai phénomène de société. Et là-dessus, la société était vraiment coupée en deux. D'un côté, t'avais les sceptiques. Le chimiste Michel Eugène Chevreul, par exemple, disait « Calmez-vous, c'est juste des mouvements musculaires inconscients ». Le clergé, lui, c'était carrément l'œuvre du diable. Mais de l'autre bord, il y avait des observateurs qui étaient complètement épatés par l'intelligence des réponses. Parce que l'État bougeait pas juste pour bouger. Non, elle répondait de façon cohérente. Et ça a ouvert la porte à une idée qui paraissait complètement folle. Et si c'était un tout nouveau domaine à étudier? OK, alors c'est parti. On plonge dans ce qu'on appelait la folie des tables tournantes. Faut savoir que ça vient pas de France à l'origine. Ça arrive directement des États-Unis, avec l'histoire des sœurs Fox. Mais c'est à Paris que la mode a trouvé le sol parfait pour littéralement exploser. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui a fait passer ça d'un simple jeu de salon à une vraie enquête sérieuse, c'est un principe de logique tout simple, mais super puissant. Des gens se sont dit « Attendez une minute, si une table peut épeler des mots, donner des réponses qui ont du sens, ça peut pas être juste le hasard. » La conclusion semblait logique, presque inévitable, un effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Et c'est cette idée-là, ce postulat de base qui va piquer la curiosité de notre personnage principal. Et justement, qui est cet homme qui va se pencher là-dessus? Ce qui est fascinant, c'est que c'est pas du tout un mystique ou un rêveur, loin de là. On parle d'un homme de science, un éducateur hyper respecté, avec un esprit totalement cartésien, basé sur la logique et l'observation. Son nom, c'est Hippolyte Léon Denisard Rivail. Il vient de Lyon et c'est pas n'importe qui. C'est un intellectuel connu, il a écrit plein de livres sur l'éducation. Mais le plus important, c'est sa formation. Il a étudié en Suisse avec le fameux Johann Pestalozzi. Et la méthode Pestalozzi, c'est vraiment la clé pour comprendre le personnage. Le principe, c'est on refuse les dogmes, on apprend en observant les faits, puis on en tire des conclusions logiques. C'est l'antithèse totale de la croyance aveugle. Et d'ailleurs, ses propres paroles le montrent bien. Au début, quand on lui parle de ces histoires de tables tournantes, sa réaction, c'est celle d'un sceptique de la tête aux pieds. Il a cette phrase célèbre « Je vais y croire quand je vais le voir ». Et quand on m'aura prouvé qu'une table a un cerveau pour penser et des nerfs pour sentir. On peut pas être plus clair que ça, hein? Mais c'est là que tout bascule. Ce sceptisme-là va pas le pousser à tout rejeter en bloc. Au contraire, ça va le pousser à enquêter. Rivail va se dire « OK, je vais prendre ma méthode scientifique, celle que j'utilise tous les jours, et je vais l'appliquer à ce phénomène bizarre. » Son but, essayer de bâtir une véritable science de l'invisible. Alors pour bien marquer le coup, pour séparer cette nouvelle aventure de sa carrière d'éducateur, il va prendre un pseudonyme. La petite histoire, c'est qu'un esprit lui aurait révélé son nom d'une vie antérieure, au temps des druides. Ce nom, c'est Allan Kardec. Ça lui permet de faire une distinction claire entre Rivail, l'éducateur, et Kardec, celui qui va maintenant étudier les esprits. C'est vraiment la naissance symbolique d'Allan Kardec. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est sa méthode. C'est hyper rigoureux. Première étape, il observe. Il assiste à des tonnes de séances. Deuxième étape, il compare. Il rassemble des milliers et des milliers de messages qui viennent de médiums complètement différents, qui ne se connaissent même pas entre eux. Troisième étape, il synthétise. Il pose plus de 1000 questions. Et attention, il ne garde que les réponses qui concordent, celles qui se recoupent. Et finalement, quatrième étape, il codifie. Il met tout ça en ordre pour créer une doctrine cohérente. Et ça va donner son chef-d'œuvre, le Livre des Esprits, publié en 1857. Bon, alors qu'est-ce qu'a dit cette doctrine? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Au cœur de tout ça, on trouve d'abord une vision bien spéciale de ce que c'est un être humain. Selon le spiritisme, un humain, c'est pas juste un corps et une âme. C'est composé de 3 parties. D'abord, il y a le corps, notre coquille matérielle, temporaire. Ensuite, il y a l'âme, qui est le principe intelligent immortel. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle le périsprit. C'est une sorte d'enveloppe semi-matérielle, un lien qui fait le pont entre l'âme et le corps. L'analogie que Kardec aimait bien, c'était celle du fruit. Le corps, c'est la pelure. Le périsprit, c'est la petite peau autour de la graine. Et l'âme, c'est la graine elle-même.
Et cette structure en 3 parties, elle explique tout le voyage de l'âme. Quand on meurt, l'âme et son périsprit se détachent du corps physique. L'âme entre alors dans le monde des esprits. C'est un état qu'on appelle l'ératicité. C'est pas le paradis, c'est pas l'enfer non plus. C'est un entre-deux, une pause entre 2 vies. Et pendant ce temps-là, l'esprit fait le bilan. Il analyse sa vie passée, ses erreurs, ses bons coups. Et là, point super important, il choisit lui-même les défis, les épreuves de sa prochaine vie pour pouvoir continuer à grandir. Après ça, il se réincarne. La réincarnation, c'est vraiment le cœur de la machine, le moteur de tout le système. En fait, c'est la réponse que le spiritisme propose à une des plus grandes questions. Pourquoi il y a autant d'injustices dans la vie? Pourquoi une personne naît riche et une autre pauvre? Une en santé, l'autre malade? Pour Kardec, c'est pas le hasard, puis c'est pas une punition de Dieu. C'est tout simplement la conséquence logique de nos vies d'avant. Et en même temps, une chance d'apprendre pour nos vies futures. C'est une grande loi de cause à effet, mais qui s'applique à l'échelle de l'âme. OK, maintenant, prenons un peu de recul. L'âme, elle n'évolue pas toute seule dans son coin. Non, elle fait partie d'un univers beaucoup plus vaste, un cosmos qui est immense, qui est peuplé et qui est super bien structuré. Kardec va donc décrire ce qu'il appelle l'échelle spirit. C'est une sorte de grande hiérarchie, mais basée sur la morale. En bas de l'échelle, on a les esprits imparfaits, ceux qui sont encore très attachés à la matière. Au milieu, on trouve les bons esprits, ceux qui sont bienveillants, sages. Chez eux, c'est l'esprit qui commence à dominer la matière. Et tout en haut de la pyramide, on a les purs esprits. Eux, ils sont complètement dématérialisés et on les voit comme les messagers de Dieu. Et tous ces esprits-là, ils n'habitent pas tous au même endroit. L'univers, dans cette vision, c'est comme une immense école et les différentes planètes sont les différentes classes. On commence notre parcours dans les mondes primitifs, ensuite on gradue vers les mondes d'expiation et d'épreuve, c'est là que se situe la Terre en ce moment. Après ça, on peut passer au monde de régénération, puis au monde heureux, et finalement, le but ultime, c'est d'atteindre les mondes célestes, là où vivent les esprits purs. Donc, si on résume, dans cette grande vision cosmique, la Terre n'est plus du tout le centre de l'univers, loin de là. Elle devient une sorte d'école de transition, un lieu de passage où les esprits viennent pour apprendre, pour s'améliorer, puis pour réparer leurs erreurs passées, tout ça dans le but d'accéder à des mondes qui sont bien meilleurs. Alors, tout ce grand système de la réincarnation des différents mondes, tout ça est guidé par une seule et unique grande loi. Une loi qui donne un sens, un but à toute cette immense mécanique cosmique. Au cœur du spiritisme, il y a une idée forte, presque une prophétie, la Terre elle-même est sur un chemin de progrès. Elle est destinée à évoluer, à passer de son statut actuel de monde d'épreuve à un monde de régénération. Et ce grand changement-là, il ne se fera pas par une catastrophe ou une fin du monde, non. Il va se faire tranquillement par l'amélioration morale de chaque personne qui y vit. La question, c'est comment on fait pour s'améliorer? La doctrine résume tout ça dans une phrase très connue, « Or la charité, point de salut ». Mais attention, quand on parle de charité ici, on ne parle pas juste de donner de l'argent. C'est beaucoup plus large que ça. Les esprits ont défini la charité à Kardec en 3 points. La bienveillance envers tout le monde, l'indulgence face aux défauts des autres et la capacité de pardonner. Et finalement, pour résumer toute cette philosophie, qui, on se le rappelle, est partie de simples tables qui tournaient dans des salons, on peut utiliser la phrase qui est gravée sur la tombe d'Allan Kardec au cimetière du Père-Lachaise à Paris. C'est une épitaphe qui capture l'essence même de la vision spirit du destin. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi.